Qui d'autre souhaite se présenter et a une question à poser? Comme ça, après, on laissera la place à Olivier et Emmanuel. Bonjour à tous, Alicia Franck. Moi, je représente la société Myriagone Conseil. Pas de questions en particulier. On a déjà mis en place certains éléments. Ce serait plus venir écouter un petit peu ce que chacun a pu mettre en place, les retours d'expérience et peut-être des améliorations possibles, notamment effectivement dans le cadre du respect du masque, du port du masque. Voilà, si certains ont trouvé des astuces pour que ce soit mieux appliqué ou voilà. Merci. Merci. Bonjour, je suis Aurore Moser de Specialist Wanted. Des questions un peu comme tout le monde. Comment faire pour déterminer qui est un cas contact? Qu'est-ce qu'on doit demander à un salarié comme test? Le temps de quarantaine, enfin de quatorzaine ou de 7 jours. Et la spécificité dans notre entreprise, c'est qu'on a un employé qui est conjoint d'un personnel soignant en EHPAD. Donc, on y fait très attention, mais comment faire en particulier? Merci, Aurore. Bonjour, Marie Simian. Je fais partie du groupe SCACI et Phosphorea. Je viens prendre toutes les bonnes us et coutumes parce qu'on a repris, nous, le travail avec une densité limitée à l'agence. Donc, on a mis un protocole assez strict avec port de masque et tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai que moi, j'attends plutôt des réponses sur qu'est-ce qu'on fait pour les cas contacts, même si on a mis ce protocole en place 2 semaines, et comment gérer les fermetures d'écoles, de crèches et autres dues aux cas qui peuvent se déclarer quand on est parent ou autre, comment gérer ça pour l'entreprise. Bonjour, Nicolas Garcia, société Youp. Alors, moi, un peu comme tout le monde, je me pose pas mal de questions, surtout comment pour faire revenir les gens en agence et les notions de responsabilité de l'employeur voilà, par rapport au cas et par rapport à ce qu'on peut les imposer à revenir travailler. Parce qu'aujourd'hui, on a mis en place une charte télétravail qui cadre bien les choses, mais étant donné que le travail que nous réalisons peut être essentiellement fait en télétravail, la plupart des personnes, on va dire, s'en accommodent et on se retrouve avec des gens qui viennent, d'autres qui ne viennent plus, on ne sait pas forcément pourquoi. Voilà. Encore une ou deux présentations et puis on va passer la parole à Olivier Deblonde. Bonjour, moi c'est Hubert Grégoire, je suis directeur technique chez SMAG, éditeur de logiciels. On est une centaine sur Montpellier et pareil, je suis là pour écouter un petit peu les bonnes pratiques. Nous, on est toujours en télétravail, on n'oblige pas le retour au bureau et je voulais savoir un peu s'il y avait des manières d'inciter à retourner au bureau, sachant qu'on a fixé au 1er octobre, si ça va mieux, et peut-être au 1er novembre, le retour obligatoire à 50% des équipes. Merci pour vous. Marie-Laurence Meyer, Société Orme. Nous, pour l'instant, on est toujours en télétravail. Donc, on est une société de 14 personnes. On fait de l'édition de logiciels, donc l'activité se prête bien au télétravail, mais on se posait quand même la question de retour au travail pour assurer l'esprit d'équipe. Mais bon, je voudrais en savoir plus sur les obligations sanitaires de l'employeur. Une dernière personne? Oui, Marlène Henry, Recruter Macro Fadas. Moi, c'est plus sur la partie aussi incitation du personnel à revenir. Ça fait déjà pas mal de temps que le présentiel est possible. On n'oblige à personne de revenir dans les locaux. Voilà, et on avait plein d'idées pour inciter les gens à revenir. Et bim, on a eu un cas contact, un cas positif. Et du coup, tout s'est enchaîné. On a vécu 3 semaines un peu compliquées. Mais voilà, on a toujours nos idées. On ne les a pas encore annoncées parce qu'on s'est dit ça va faire flop si on les annonce maintenant. Donc, on les garde un petit peu. Voilà. Merci. Bien, donc beaucoup de questions autour de la définition d'un cas contact, comment on le gère, comment respecter le port du masque, comment négocier entre guillemets le retour au bureau, les mesures sanitaires. Du coup, Olivier Deblonde, donc une petite présentation rapide de qui vous êtes. En plus, vous êtes récemment nommé à ce poste, donc on vous accueille avec plaisir. Et puis, dites-nous tout. Vous m'entendez bien? Oui, très bien.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, Olivier Deblonde, je représente la direction régionale des entreprises, la concurrence, consommation, travail et emploi d'Occitanie. J'occupe un poste de responsable d'unité de contrôle sur l'unité départementale de la Haute-Garonne, une des 5 unités de contrôle qui regroupe l'ensemble des services d'inspection du travail. Ce que je vous propose, c'est en premier lieu de vous faire peut-être une petite présentation synthétique de l'ensemble de la réglementation concernant la problématique de la santé au travail sous l'angle du Covid. Et puis dans un deuxième temps, j'essaierai de répondre à chacune des questions qui ont été posées, effectivement qui tournent pas mal autour de la définition du cas contact et puis qui concerne également le recours ou pas au télétravail. Parfait. Est-ce que cette formule vous convient ? Je pense que c'est très bien. Ce que vous pouvez faire, les participants, c'est poser vos questions via le chat. Comme ça, on n'interrompra pas Olivier, mais on pourra aller récupérer les questions par la suite. Et puis peut-être, Emmanuel, si tu vois que tu as un cas contact, pas du tout, un cas concret pour illustrer, tu peux aussi nous le proposer à ce moment-là. Parfait. À vous, Olivier. Donc, en premier lieu, il est important de considérer les obligations respectives de l'employeur et du salarié de manière générale en matière de santé et sécurité au travail. Donc, le Code du travail définit une obligation de sécurité à la charge de l'employeur. Et le Code du travail définit également les obligations du travailleur. Donc, l'obligation de l'employeur, elle consiste à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour protéger la santé et la sécurité des salariés. Et l'obligation des salariés consiste à respecter les instructions qui sont données par leur employeur afin de prendre soin de sa santé et de celle des autres. Sachant que les obligations des travailleurs n'ont pas d'incidence sur l'obligation incombant à l'employeur. Si vous voulez, il n'y a pas de transfert de responsabilité. L'obligation principale de résultats de sécurité, enfin de l'obligation de sécurité, elle incombe exclusivement à l'employeur. Donc ça, c'est le premier point. Donc dans le cadre de cette politique de sécurité qui est menée par l'entreprise, il incombe à l'employeur de respecter ce qu'on appelle l'ensemble des principes généraux de prévention. Et en premier lieu, quand la suppression des risques n'est pas possible, en l'occurrence le risque d'exposition au virus du Covid-19, il importe de procéder à la démarche d'évaluation des risques professionnels. Donc l'objectif, c'est d'identifier l'ensemble des risques d'exposition au virus auxquels sont exposés les salariés. Et le résultat, en fait, de cette démarche d'évaluation des risques, elle doit être formalisée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. En associant, bien évidemment, l'ensemble des salariés concernés, ainsi que les représentants du personnel. Voire, le cas échéant, faire intervenir des partenaires extérieurs, avec la médecine du travail, les services de la CARSAT, les représentants de la RAT, enfin, voilà, toutes les compétences extérieures qui peuvent vous aider dans la démarche d'évaluation des risques professionnels sur ce sujet-là. Donc, une fois que le document unique a fait l'objet d'une actualisation sur le risque Covid, vous pouvez aussi intégrer les risques psychosociaux, c'est-à-dire si c'est des situations de stress, d'incivilité qui sont en lien avec l'exposition au Covid. C'est important aussi de mentionner ces risques-là spécifiquement dans le document unique. S'agissant précisément de la prévention des risques liés à l'exposition au Covid-19, donc il y a un certain nombre de recommandations qui ont été élaborées dans la branche qui vous concerne, le Syntec, dans un guide de recommandations du 25 avril, du 24 avril 2020, à l'occasion de la reprise d'activité suite à la période de confinement. Donc je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ce guide, mais il contient pas mal d'informations pertinentes. En fait, il définit un certain nombre de recommandations, 25 je crois dans une checklist, avec des recommandations d'ordre général et puis des recommandations spécifiques en matière de télétravail concernant le management. Donc si vous le souhaitez, je pourrais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce guide de recommandations. Bon, déjà on retrouvait
bien évidemment le respect de l'ensemble des gestes barrières. On retrouvait aussi la règle de la distanciation physique d'1 mètre. Le recours bien sûr au télétravail. Et puis voilà, en ce qui concerne les contaminations manuportées, c'est-à-dire par surface des contacts, toutes les procédures de désinfection, de nettoyage des locaux appropriés. Le guide prévoit aussi des dispositions spécifiques concernant les relations avec la clientèle, les fournisseurs, enfin toute personne qui intervient dans l'entreprise, et également concernant les collaborateurs qui sont amenés à intervenir sur d'autres sites. Donc là, De votre point de vue, travail ce guide, il est toujours actuel par rapport, par exemple, les distances d'1 mètre, etc. Ce qui était valable au 24 avril, du point de vue juridique, est toujours valable. Il comprend toujours des informations. D'accord. Oui. Il contient toujours des informations pertinentes. Après, comme je vous l'ai dit au téléphone hier, si vous voulez, il y a un décalage quand même sur la portée juridique des guides, des recommandations, des instructions qui sont élaborées par les autorités sanitaires, par les branches aussi professionnelles, donc par les représentants patronaux et les organisations syndicales de salariés. L'ensemble de ces textes n'ont pas la même valeur juridique que les dispositions réglementaires et législatives du Code du travail et des conventions collectives. J'aborderai après ce sujet-là, si vous voulez, avec les entreprises qui disposent d'un règlement intérieur et puis pour pouvoir exercer, le cas échéant, le pouvoir disciplinaire de l'employeur. Mais oui, ce guide contient toujours pas mal d'informations pertinentes. Après, plus récemment, il y a le guide national du 31 août 2020 qui est venu apporter, si vous voulez, d'autres éléments d'information suite à un avis du Haut Conseil de la santé publique, notamment sur des études concernant la contamination par aérosol, c'est-à-dire qui concerne les plus fines particules émises par voie respiratoire essentiellement. Ce qui a conduit dans le guide national du 31 octobre à systématiser le port du masque, avec effectivement un certain nombre d'adaptations. Vous, ce qui vous concerne, ça va être essentiellement dans des salles de réunion. Et après, ces adaptations varient en fonction des critères du taux d'incidence de contamination déterminé dans chacun des départements. Enfin, voilà, si le virus circule activement ou pas sur un territoire, donc voilà, il y a une graduation des niveaux de circulation active ou pas du virus qui va déterminer les conditions requises pour exempter le port du masque. Concernant le recours au télétravail, donc pendant la période de confinement, effectivement, le recours au télétravail était incontournable. C'était la solution la plus pertinente pour protéger et éviter la contamination du virus. Donc il y a quand même une adaptation depuis le 1er septembre, depuis le guide national du 31 août, dans la mesure où c'est plus une obligation pour l'employeur de recourir au télétravail. C'est une possibilité. Les employeurs ont la possibilité de refuser le recours au télétravail, avec quand même une obligation précisée dans le guide du 31 août de motiver le refus de recourir au télétravail. De manière générale, l'ensemble des mesures de prévention sanitaire à édicter dans les entreprises, de mon point de vue, doivent relever du bon sens, s'inscrire dans un espace de dialogue vraiment approfondi, dans le but de concilier à la fois la bonne marge de l'entreprise et puis l'esprit de confiance de chaque collaborateur qui puisse travailler sereinement sur son poste de travail. Donc après, j'aurais envie de dire, c'est un petit peu au cas par cas dans chaque entreprise, d'identifier des situations ou une organisation du travail qui convienne un petit peu à tout le monde.
partant du principe également que, si vous voulez, tout à l'heure je faisais référence aux principes généraux de prévention qui sont énoncés dans le Code du travail. Par principe, si vous voulez, et là c'est un petit peu, comment dire, en contradiction avec le port du masque systématique, c'est le Code du travail énonce le recours prioritaire à la protection collective. Donc ça veut dire aussi que si le télétravail est possible dans une entreprise, c'est quand même le meilleur moyen pour éviter d'avoir une densité humaine trop importante sur les lieux de travail, de limiter les afflux de personnes dans les transports en commun. Enfin, de mon point de vue, ça reste un mode d'organisation du travail tout à fait pertinent en cette période inédite. S'agissant du pouvoir disciplinaire, donc si jamais une entreprise souhaitait utiliser le pouvoir disciplinaire par rapport à l'absence de port de masque, elle ne pourrait pas le faire sur la base des recommandations qui sont énoncées dans un guide ou dans le protocole national du 31 août. Il faudrait s'appuyer dans ce cas-là sur la réglementation du travail stricto sensu. Donc ça veut dire très concrètement qu'une note de service devrait être élaborée par chaque responsable d'entreprise pour bien définir sa politique de sécurité en matière de prévention du risque Covid. Et cette note de service, elle devra faire l'objet, le cas échéant, si les représentants du personnel, d'une consultation du comité social et économique. Bien évidemment, que cette note de service soit portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. Et puis cette note de service, elle intégrera à part entière le règlement intérieur et dans ces conditions, l'employeur aura toute la légitimité d'utiliser, s'il le souhaite, son pouvoir disciplinaire en la matière. Voilà pour la présentation synthétique. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières à ce sujet ou si je peux essayer de répondre aux différentes questions qui ont été posées préalablement. On peut prendre les questions qui ont été posées préalablement et puis après il y a des questions tiroirs, puisque là il y a Marie-Laurence qui nous pose la question de savoir si un salarié qui doit se déplacer en mission chez un client, enfin si un salarié doit se déplacer en mission chez un client, quelles sont nos obligations. Je pense que c'est une question qu'on pourrait traiter après une fois qu'on aura repris les premières questions sur le port du masque dans l'entreprise. Vous avez parlé de salle de réunion, on peut se poser la question des open space. Ouais. Donc j'essaie de répondre à chacune des questions. Alors, qu'est-ce qu'un cas contact ? Bon, ce sont les autorités sanitaires qui ont défini les critères caractérisant un cas contact. C'est deux personnes qui ont échangé 15 minutes à une distance de moins d'un mètre sans port du masque. Avec quelqu'un de positif. Pardon ? Avec quelqu'un qui est avéré positif. Oui, tout à fait, qui était en contact avec une personne contaminée. Ouais. Oui, qui était dépisté positif, effectivement. Qui a été dépisté positif, donc pas qui est suspecté d'être positive. Après, moi, je suis pas médecin, mais c'est vrai que dernièrement, moi, j'ai entendu des médecins dire que finalement, une personne qui était asymptomatique et qui était quand même positive au Covid, oui, voilà, il était un cas contact si elle avait été en lien avec une autre personne pendant 15 minutes sans port du masque. Alors la question n'est pas tant sur la symptomatique que, je pense en tout cas, que sur le fait d'avoir une personne cas contact qui va se faire tester. Qu'en est-il pour les personnes qui sont des potentiels cas contacts de cette personne-là, autrement dit à deuxième niveau, et quelle est la procédure adoptée dans le cadre de l'entreprise, bien sûr, en cas de suspicion de cas contact sur une personne non liée à l'entreprise. Je pense que celui de l'école a été abordé. Un enfant se retrouve cas contact de par sa classe. Ses parents sont nécessairement des cas contacts en puissance. Qu'en est-il dans le cas de l'entreprise? Est-ce qu'on attend le résultat du test ou dès la connaissance de cette information, on commence à identifier les personnes susceptibles d'être cas contact et on prend les dispositions? En tout cas, après, je dirais c'est au cas par cas, il n'y a pas de règle générale. Hein.
Après, c'est l'apparition de symptômes aussi qui peut déclencher une posture particulière. Après, par précaution, effectivement, il est peut-être plus sage de procéder à un isolement ou de recourir au télétravail sur cette période-là, en attendant à la fois la période d'incubation de 7 jours et puis procéder à un dépistage post-période d'incubation. Alors, juste pour rebondir, Simon, on n'est pas contact, enfin les enfants ne sont pas cas contact. Je viens de redonner les définitions. À partir du moment où il y a le port du masque obligatoire dans les entreprises ou dans les écoles, il n'est pas cas contact. Un cas contact, c'est quelqu'un qui a eu des relations avec un positif en dehors du port du masque. Donc aujourd'hui, le port du masque étant obligatoire, par exemple, dans les écoles, quand un enfant est positif, les autres ne tombent pas tous dans la définition du cas contact. Et d'ailleurs, ce qui normalement doit complètement donner une certitude sur la définition du cas contact, c'est quand la Sécu t'appelle. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens positifs. Pardon, je me permets juste d'intervenir sur l'école, parce que j'interviens au lycée et au collège Joffre. Le cas contact, c'est l'enfant qui a déjeuné à la cantine devant et à droite et à gauche de l'enfant testé positif. C'est ça. C'est la cantine uniquement. Donc voilà, donc la définition du cas contact, enfin voilà, grâce au port du masque systématique, on n'est pas cas contact parce qu'on est passé à côté de quelqu'un qui est positif. Et normalement, la définition absolue, c'est quand la Sécu t'appelle, puisqu'en fait les gens qui ont des tests positifs sont pris en charge par l'équipe de Covid Tracing. Et là, demande au malade positif qu'est-ce qu'il a eu comme rapport ces derniers jours, avec qui, etc. Et donc là, normalement, bon après, aujourd'hui, malheureusement, à cause des délais, tout ça est un peu long, mais voilà, officiellement, un cas contact, c'est quelqu'un qui est validé par les équipes de Covid Tracing, quoi. Je me permets de rebondir aussi derrière, après Catherine, pour vous parler de notre expérience récente. Du coup, on a eu aussi un cas positif avéré, Covid. Et effectivement, ça doit être confirmé. Donc, on reçoit un message si on est estimé comme cas contact de la part soit de l'ARS, soit de la CPAM. Et actuellement, donc pour passer les tests, c'est le seul argument recevable pour être prioritaire. Donc il y a un processus qui est bien établi aujourd'hui. Si on n'est pas cas contact, on n'est pas prioritaire pour se faire tester. Et aujourd'hui, les délais, quand on n'est pas prioritaire, c'est au-delà de 8 jours pour avoir les résultats. Donc quand on compte la période d'incubation, qui est potentiellement une période de contagiosité, plus ces 8 jours, à partir du moment où on se fait tester, si on n'est pas un cas contact avéré, on est hors scope pour le test. On nous pose des questions là dans le chat. Faut-il un document pour prouver qu'on a un cas contact, notamment pour l'entreprise, pour justifier qu'on ne vienne pas au travail, qu'on reste en télétravail? C'est ce message, c'est ce SMS ou ce mail envoyé par les organismes de sécurité, enfin de la CPM ou l'ARS. Ça, Olivier, pour l'entreprise, le message, le mail de la CPM ou de l'ARS fourni à l'employeur justifie qu'on reste en télétravail. Bah oui, après, il n'y a pas de règle prédéfinie. Après, c'est à l'employeur d'apprécier, mais oui, me semble-t-il, ça peut être une mesure de précaution intéressante pour recourir en priorité au télétravail. Ouais. Mathieu, ta question. C'est de nature aussi à rassurer le collaborateur. La question de Mathieu, c'est comment est-ce qu'on obtient ce SMS ou mail? Si j'écoute Alicia, c'est donc en fait on le reçoit parce que la personne avec qui on a été en contact a déclaré avoir été en contact avec nous. Oui, mais si elle a déclaré avoir été en contact avec nous, elle a bien donné nos coordonnées, c'est-à-dire qu'il y a un salarié qui va se faire tester, qui a été cas contact. Nous, on en a eu parce qu'on a repris depuis le 11 mai. Dès le 11 mai, on a demandé aux salariés de revenir. Ça s'est fait petit à petit. Et courant juillet et août, tout le monde est revenu, sauf une personne qui était fragile. Maintenant, elle est revenue à la rentrée avec tout le monde, là, en septembre. On a eu des cas contacts. Les cas contacts, moi, j'ai reçu aucun SMS ou mail de qui que ce soit. Donc, est-ce que je dois dire à mes salariés de faire une démarche
quand ils vont se faire tester et d'envoyer des mails et SMS à l'entreprise, à la direction ou autre. C'est là que je ne comprends pas très bien comment ce SMS ou mail peut être envoyé. Parce que l'ARS ou la Sécu n'a pas forcément tous les mails personnels de l'entreprise, de chacun des salariés. C'est ça que je n'arrive pas très bien à comprendre. Est-ce que je peux me permettre? Sur le site du gouvernement, il y a des fiches détaillées sur qui doit faire quoi si on a été exposé. Et là-dedans, ils en appellent aussi à la responsabilité du salarié qui dit que si lui a été si lui a reçu un SMS comme quoi il était un potentiel cas contact, il a un certain nombre de choses à faire, à savoir s'isoler, donner la liste, prévenir. Et donc là, ça en est de la responsabilité du salarié, moi, tel que je comprends les instructions qui sont données. Par contre, effectivement, en tant qu'employeur, est-ce qu'on a la possibilité, pour protéger les autres, d'imposer aux gens qui respectent ça, ou si on est obligé de toute façon de faire confiance et appel à leur civisme? Du coup, si je peux me permettre une réponse, nous, ce qu'on a mis en place, c'est une matrice de présence. Où on sait, en fait, comme Étienne, on a repris effectivement aussi tous progressivement à partir du 11 mai. On est tous en présentiel, on n'a plus du tout de télétravail. On a mis en place le port du masque et donc on n'était pas considéré comme cas contact par rapport à notre collaborateur qui a été cas Covid positif, parce que par rapport à la définition qui a été donnée, lorsqu'on était en contact avec elle, on avait nos masques, on était à plus d'1 mètre de distance et dans une pièce qui était aérée. On a pu tracer en interne par cette matrice le cheminement. Voilà. Mais effectivement, c'est du bon sens. Après, le salarié doit prévenir s'il se sent fébrile. C'est un petit peu laissé. Enfin, il y a une part de bon sens de la part du salarié, effectivement. Olivier Deblonde ou Emmanuel Albert, est-ce que vous avez des compléments d'information, des exemples aussi des cas que vous avez pu traiter là-dessus et comment ça peut se faire? Donc, moi, je vous propose peut-être deux temps. Un premier temps, c'est que je vais présenter l'ARACT et je vais présenter le dispositif Objectif Reprise. Et un deuxième temps, je vais présenter quelques éléments justement issus de l'expérience que j'ai pu avoir d'accompagnement auprès des structures justement dans le cas d'Objectif Reprise sur la reprise d'activité. Donc, l'ARACT, c'est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, nous, on n'est pas tant sur, à un moment donné, on n'est pas des spécialistes sur les règles sanitaires, etc. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est en quoi l'application des mesures sanitaires vont impliquer le travail, les conditions de travail et la qualité de vie au travail. Donc, à ce titre, le réseau ANACT-ARACT porte aujourd'hui un dispositif qu'on appelle le dispositif Objectif Reprise, qui est un dispositif porté également, piloté par le ministère du Travail, qui est une aide gratuite pour les entreprises de moins de 250 salariés. C'est une forme d'appui-conseil qui permet d'aider les entreprises soit à reprendre l'activité, soit à continuer leur activité. Et c'est du conseil sur le champ de la prévention, sur le champ des ressources humaines, sur le champ de l'organisation du travail et sur le champ du management. Donc, on est en plein dedans. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être envoyer à l'animatrice le lien. L'idée, c'est un protocole qui est très strict, puisque c'est financé par, y compris le Fonds social européen. L'idée, c'est que vous remplissiez un petit diagnostic. À l'issue de ça, quelqu'un de l'ARACT vous contacte, fait une mini-analyse de la demande et ensuite vous envoie des consultants si effectivement votre demande répond aux objectifs mis par Objectif Reprise. Donc, c'est vraiment un conseil qui est gratuit pour les structures et qui permet justement de vous aider par rapport à toutes les questions que vous pouvez avoir sur les conditions de travail, qu'on soit clair. C'est-à-dire que les questions autour des cas contact, pas contact, c'est vrai qu'on n'est pas des spécialistes. Mais voilà, sur par exemple le télétravail, comment recréer du collectif, ça, c'est des questions justement auxquelles le dispositif peut vous aider. Alors, à ce titre, donc, nous, on a eu l'occasion effectivement d'accompagner, on va dire, 2 grands secteurs d'activité par rapport au dispositif Objectif Reprise. Alors, un secteur qui va moins vous concerner, c'est le secteur de l'hôtellerie-restauration. Et un autre secteur dans lequel il peut y avoir des regroupements par rapport à vos sujets de préoccupation, c'est le secteur des services. Peut-être, avant d'aborder quelques exemples, peut-être vous donner, on va dire, quelques idées clés. La première idée clé, donc ça a été dit par Olivier de la Directe, c'est que déjà par rapport à tout le travail qui vous est demandé, il y a 2 incontournables. Le premier incontournable, c'est bien évidemment travailler avec le CSE. Si évidemment vous avez un CSE chez vous.
Ça, c'est un incontournable, puisqu'à partir du moment où il y a des règles sanitaires qui sont mises en place, il y a des choses qui vont être transformées dans le travail, donc c'est forcément solliciter et travailler avec le CSE. Deuxième incontournable, c'est évidemment réactualiser le document unique de prévention des risques professionnels. Donc ça, c'est des choses qui ont été dites par Olivier de la Directe. Alors, moi, je dirais, par rapport aux questions que vous pouvez avoir sur comment, à un moment donné, on remet les gens, on recrée du collectif, on remet les gens en présentiel, etc. Moi, je dirais tout doit partir d'une démarche. On va dire une démarche, entre guillemets, un peu intelligente, où tout le monde va participer. Cette démarche, de mon point de vue, elle doit se structurer en 3 étapes. La première étape, c'est travailler avec l'ensemble des collaborateurs et identifier avec les collaborateurs quelles sont les situations de travail pour lesquelles l'application des règles sanitaires est compliquée. Donc, c'est par exemple travailler à 2 dans un bureau, faire des réunions à 10 dans une salle de réunion. Donc voilà, il y a des situations qui peuvent être amenées à poser des difficultés par rapport au travail et aux conditions de travail. Deuxième étape, c'est qu'une fois que vous avez identifié toutes ces situations problèmes, c'est identifier des solutions possibles. Alors, ça peut être évidemment extrêmement hétérogène. J'essaierai de donner quelques exemples tout à l'heure. Et puis, troisième temps, bien évidemment, c'est la question de l'évaluation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez décidé de mettre en place quelque chose que c'est automatiquement efficace. Donc, c'est important, 1 mois, 15 jours, 1 mois et demi après, de voir est-ce que les conditions qui ont été mises en place à l'issue de ce travail-là, est-ce qu'effectivement ces règles, ce protocole, il est vraiment opérationnel. Donc, par rapport à ces étapes, de mon point de vue, il y a quand même un enjeu qui est important, c'est bien de questionner l'impact de ces mesures sanitaires sur les conditions de réalisation du travail et l'efficacité du travail. Tout à l'heure, il y a eu une petite question en disant il y a des gens qui effectivement sont en télétravail, on aimerait les faire revenir. Moi, la question 5 que je pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ça pose difficulté pour eux? Est-ce que c'est une question à un moment donné, vous ne les voyez plus, mais est-ce que ça pose difficulté dans le travail? Est-ce que le travail n'est pas réalisé? Est-ce que se plaignent justement des dysfonctionnements du collectif de travail? Donc, c'est important de travailler avec eux sur ces règles-là. Alors, les principaux retours d'expérience que nous, on peut avoir lorsque justement l'activité a repris, c'est notamment par rapport au conseil, c'est justement de recréer du collectif. Alors, sachant quand même, il faut qu'on soit clair, hein, on a beaucoup parlé de télétravail, moi je dirais, il y a un peu un abus de langage, c'est-à-dire que ce qu'on a vécu pendant la période du confinement, c'est un télétravail en mode dégradé. C'est-à-dire que le télétravail aujourd'hui, effectivement, les ordonnances Macron qui permettent effectivement de clarifier ce que c'est le télétravail, c'est une organisation qui est décidée par la direction avec le salarié et qui permet d'alterner des temps de présence physique sur le lieu de travail avec des temps en dehors du lieu de travail. Donc, ça peut être soit chez soi, soit dans un tiers-lieu. D'accord ? Donc, la définition du télétravail, aujourd'hui, elle est très claire dans les ordonnances Macron. Donc, quand les gens travaillent, comme on l'a vu pendant le confinement, 24 heures, 5 jours sur 7 chez soi, ce n'est pas du télétravail. C'est vraiment quelque chose qu'on appelle du télétravail en mode dégradé, en plus souvent avec les enfants derrière. Voilà. Donc, je pense que c'est important, effectivement, de distinguer les choses. Alors, ce qui est important, par contre, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment transformé avec ce qu'on a vécu avec la Covid-19, c'est le rôle du management. Le management, de mon point de vue, doit un peu revisiter ses pratiques professionnelles et notamment travailler sur la notion de management à distance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire de mettre en place des organisations différentes avec de la visioconférence pour essayer de regarder, retisser du lien collectif, etc. Alors, aujourd'hui, peut-être les quelques retours d'expérience que l'on peut avoir sur ce qui a été mis en place. Alors, on va dire, je vais prendre 2 grands champs. Des activités peut-être sur lesquelles ça vous concerne moins, mais des activités par exemple purement physiques, comme on peut le voir dans l'hôtellerie-restauration, où là, les gens sont obligés de travailler en présentiel. Voilà. Et là, par rapport à la question du port de masque qui est obligatoire, c'est plutôt on va dire l'organisation du travail qui est un peu modifiée, avec par exemple des temps de pause beaucoup plus conséquents pour que les personnes puissent se réhydrater. Alors, vous imaginez, hein, les gens vont travailler en cuisine avec le masque obligatoire. Donc voilà, vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter, la transpiration. Voilà. Donc là, souvent, ce qui est mis en place, c'est on a rallongé les temps de pause pour pouvoir à un moment donné, ce que les personnes puissent effectivement se réhydrater plus facilement, etc. Pour les activités de conseil, alors le gros point noir pour les activités de conseil, effectivement, c'est aujourd'hui de retisser on va dire du lien social entre des collectifs de travail.
Alors souvent, alors je ne sais pas si c'était votre cas, mais dans des activités comme les vôtres, il y a eu des gens qui ont télétravaillé et puis des gens qui étaient en présentiel pendant cette période de confinement, ce qui a vraiment créé des formes de jalousie, etc. Souvent, alors il n'y a pas de règle, hein. Ce qui est important, c'est de travailler en fonction de vos singularités. Mais dans l'entreprise dans laquelle j'étais effectivement lundi, c'est impossible pour eux de revenir comme avant, puisqu'ils avaient des bureaux collectifs, donc ils ne voulaient plus retravailler dans ces conditions-là. Donc ce qui a été décidé, c'est que ces bureaux collectifs, c'était une personne par bureau, et ils ont mis en place une organisation avec de la rotation, ou pour qu'il y ait toujours des personnes présentes physiquement sur le travail et que tout le monde se voit sous forme de rotation. Pareil pour les réunions. Les réunions, elles sont mixtes, hein. Il y a à la fois des gens en présentiel et des gens en télétravail, et ce n'est jamais les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une rotation qui est effectivement pensée pour pouvoir recréer du collectif, etc. Donc voilà, ce qui est important, c'est, en termes de méthodologie, c'est de travailler avec les personnes pour vraiment essayer d'améliorer les choses. Voilà, je dirais c'est du bon sens, hein. Sachant quand même, ce qu'on peut revoir, c'est que le télétravail en mode confinement a quand même vraiment détérioré les collectifs, et il y a beaucoup de personnes qui ont souhaité justement retravailler physiquement pour pouvoir recréer du lien. Alors, c'est vrai que je sais pas comment c'est chez vous. Alors oui, il y a une question importante sur la question du port du masque. C'est comment obliger les personnes à porter le masque. C'est pareil, c'est de se poser la question, pourquoi ils ne portent pas le masque? Est-ce que c'est un oubli? Voilà, hier, moi, naïvement, j'étais dans le couloir, voilà, les réflexes ne sont pas encore acquis, j'ai oublié, donc je suis retourné à mon travail et j'ai remis le masque. Après, c'est se poser la question, il y a peut-être des activités pour lesquelles le port du masque peut poser difficulté. Donc là, c'est quid de l'alternative, etc. Donc voilà, c'est vraiment, moi je pense qu'en termes de méthode, c'est vraiment cette démarche en 3 temps. C'est identifier les situations qui posent difficulté par rapport à l'application des règles sanitaires, identifier des solutions et puis après faire une démarche d'évaluation pour essayer de réajuster au regard de tout ce qui a été identifié. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci Emmanuel. On a des questions autour des espaces de repas. Notamment puisqu'on dit pas mal que le cas contact, c'est aussi peut-être, on parlait des cantines, mais c'est le cas aussi en entreprise, la personne avec qui on a pris son repas, puisque finalement on enlève son masque pendant le repas. Il y a Alicia qui nous dit, pour le repas en environnement clos dans notre entreprise, nous avons mis en place des créneaux en limitant le nombre de personnes par créneau pour respecter un espace de 4 mètres carrés par personne sans port du masque. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres entreprises qui ont fait des adaptations Nous, on avait une salle de pause qui n'était pas très grande, et on a 2 salles de réunion qui sont grandes. Dans les salles de réunion, on a retiré les chaises. On a retiré la moitié des chaises de la salle de réunion pour qu'il y ait 1 mètre entre chaque chaise. On a 4 personnes au maximum dans chaque salle de réunion, ou 5, ça dépend de la disposition. Et on a autorisé les salariés à manger dans les salles de réunion, dans les 2 salles de réunion. Ben voilà, moi je pense que les entreprises, elles arrivent à se réadapter. C'est-à-dire que c'est un peu ce qui est fait dans beaucoup d'organisations. C'est-à-dire que les salles repas sont peut-être trop petites et effectivement, ils ont mis en place les salles de réunion pour que les règles de distanciation sociale soient respectées. Toujours pareil, dans les 2 salles de réunion, ce qu'on a fait, alors ce n'était pas le cas en juillet-août, mais à partir de là, donc, étant donné qu'on a 2 salles de réunion tous les lundis matins pour le collectif, on se réunit tous pour parler des bons points, mauvais points de la semaine précédente, etc. C'est un point qui prend 20-25 minutes, qui est très important pour la cohésion, pour que tout le monde échange. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une visioconférence entre les 2 salles de réunion. Donc, on a dispatché l'équipe entre les 2 salles de réunion et on fait la réunion comme ça. Moi, j'ai une petite question d'ordre très pratique, en fait, parce que je lisais le guide qui a été partagé, là, qui date de fin août. Je voulais savoir si vous aviez mis ça en place dans vos bureaux. Sur les fréquences de nettoyage, en fait, hein, il est indiqué que les sols doivent être nettoyés quotidiennement, que les produits, enfin les parties du style poignée de porte, rampe d'escalier doivent être nettoyées 2 fois par jour, que les climatisations ne doivent pas être dirigées vers les salariés. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour tout ça ? Alors, oui. Nous, on n'a pas changé la fréquence de nettoyage dans les bureaux parce qu'on a essentiellement des bureaux individuels. Après, c'est vrai qu'on a mis à disposition des gels désinfectants. On a tout mis à disposition dès le 11 et même dans les salles de pause, de réunion.
il y a toujours tous les gels et les désinfectants qui sont sur les tables et on passe un coup de chiffon avant et après chaque réunion. D'accord. Et concernant les climatisations? Alors, concernant les climatisations, on ne les a pas redémarrées au départ du tout. On aère toutes les 3 heures, il faut ouvrir pendant 15 minutes les fenêtres. Donc, ce sont des consignes qui ont été données aux salariés. Et d'ailleurs, ça fait partie de mes questions, c'est que on a lu tout le protocole sanitaire au 31 août. On a communiqué auprès des salariés. Maintenant, on a des salariés qui respectent et d'autres qui ne respectent pas. Et on ne sait pas comment sanctionner. Et si jamais il y a un problème, est-ce qu'un autre salarié peut nous reprocher de ne pas avoir sanctionné le salarié qui n'a pas respecté? Et au niveau de la responsabilité, justement, je ne sais pas comment ça se passe. Parce que nous, au niveau des clims, on ne les a pas redémarrés volontairement, mais après, on leur demande d'aérer. Donc, après tout ça, je ne sais pas trop comment ça peut se passer. Honnêtement, j'ai lu ce document, je me suis dit, on ne va pas faire passer le ménage tous les jours, on ne va pas faire ça. Donc, c'est principalement pour ça qu'on reste en télétravail. Non, mais mettez du gel. Mettez du gel et les facile, mais c'est pas la même chose que les recommandations de nettoyage et surface. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui ont d'autres solutions face à ces... Est-ce que vous avez appliqué stricto sensu ce que vient d'exposer Luc, ou est-ce que vous avez, comme Mathieu, trouvé des parades? Nous, au niveau des climatisations, on les a redémarrées, mais il y a un moment donné, il y avait des recommandations sur les filtres. Il fallait s'assurer auprès des prestataires qui maintiennent la clim que les filtres étaient antibactériens. Et à ce compte-là, on avait la possibilité, on avait la garantie en les faisant changer tous les 3 mois que ça risquait rien. Donc nous, on a fait vérifier que les filtres avaient bien été traités antibactériens et on a redémarré les clims parce qu'à 36 ou 37 degrés à un moment au mois d'août, on ne pouvait pas ne pas allumer les clims, quoi. Ouais. Pour SMAG aussi, on a fait une inspection de tout le système de climatisation. Il a été redémarré en mode, il y a plusieurs puissances avec la ventilation minimum. Et concernant le nettoyage, on a divisé les bureaux en 2 parties. Une partie flex office où c'est des gens qui viennent de temps en temps. Et là, le ménage est fait 3 fois par jour, le matin, le midi et en milieu d'après-midi. Et par contre, il y a des bureaux fixes où les gens qui viennent plus souvent, par exemple la RH, la compta qui a besoin de plus de papier ou quoi, eux, ils ont des bureaux fixes et le ménage est fait tous les 2 jours comme c'était fait avant, parce que sinon on avait une facture de ménage qui explosait. Et par contre, effectivement, il y a du gel un peu partout et des lingettes. Tout ce qu'on touche, la machine à café, des choses comme ça, on est censé nettoyer les boutons après chaque usage. Après, pareil, il y a quelques collaborateurs qui respectent ou pas. Mais comme je le disais au début, on est très peu dans les locaux actuellement, parce qu'on n'est pas obligé d'être sur place. Et ça se passe plutôt bien. 0 cas contact et 0 positif sur 100 personnes. Et Emmanuel demande, est-ce qu'il y a une obligation de respecter stricto sensu les éléments qu'évoquait Luc, qui est dans ce guide de recommandation, ou c'est juste des propositions à disposition de l'entreprise et chaque entreprise peut se l'adapter? Est-ce qu'il y a un risque si on n'adapte pas, si on l'applique pas stricto sensu, que le salarié qui se retrouve contaminé, qui a des séquelles, je ne sais pas, puisse se retourner vers l'entreprise? Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste juridique, mais là, les recommandations, c'est pas effectivement... On recommande, donc il n'y a pas de caractère obligatoire. Enfin, je ne sais pas, après, moi, je vais voir avec Olivier de la Directe, mais c'est des recommandations, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réglementation. Après, c'est des recommandations en termes de bonnes pratiques. Après, on ne pourra pas reprocher, effectivement, le port du masque, ça, c'est obligatoire. Mais après, voilà, on est sur des recommandations. Oui, moi, je confirme les éléments apportés par Emmanuel. Si vous voulez, l'ensemble de ces recommandations, prescriptions dictées par les autorités sanitaires ne peuvent pas justifier en tant que telles la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire dans l'entreprise. Cela passe par l'élaboration d'une note qui va définir l'ensemble de la politique de sécurité sanitaire liée au Covid-21, puis cela nécessite en termes procéduraux de bien associer la représentation du personnel en sollicitant son avis, donc par voie de consultation. Et pour les plus grosses entreprises de plus de
50 salariés, celles qui ont mis en place la commission santé, sécurité, conditions de travail. Il y a un point important, sauf erreur de ma part, qui n'a pas été abordé, c'est la désignation d'un référent Covid dans l'entreprise. Parce que c'est une personne qui a vocation aussi à s'assurer du respect de la mise en œuvre de l'ensemble des mesures sanitaires qui ont été définies dans l'entreprise. Et puis ça peut pas forcément être le chef d'entreprise. Donc c'est aussi un rôle d'intermédiation qui peut être joué utilement par cette personne. Pour en revenir sur le cas précédent, je pense que la question de Luc, elle portait plutôt à l'inverse, pas sur le pouvoir disciplinaire de l'employeur, mais sur le fait que est-ce que ces salariés peuvent lui reprocher de ne pas avoir appliqué stricto sensu le guide de recommandation, quand bien même ce n'est pas une loi. En lui disant, tu n'as pas lavé tous les jours nos bureaux, etc. Quel peut être le risque pour l'employeur? Parce qu'on a aussi les deux côtés, hein. Effectivement, ce que l'employeur peut demander à ses salariés, mais aussi ce que les salariés peuvent demander ou exiger de l'employeur et le défaut éventuel de l'employeur. Le défaut éventuel de l'employeur, c'est que l'employeur il a une obligation qui est plus que de moyens concernant la santé et sécurité de ses salariés. Donc, s'il ne met pas tout en place pour leur garantir à mon sens, hein, mais pour lui garantir des conditions de travail qui sont saines et qui ne le mettent pas en danger, que ça soit santé physique ou mentale, potentiellement le salarié, il peut toujours aller lui reprocher. Après, non. Est-ce que ça aboutira? Ça, je crois pas. Enfin, je crois qu'on ne le saura pas trop, quoi. Le problème d'être capable de prouver que la contamination a eu lieu comme ça, parce que autant quand c'est un cas contact, là on peut. Non. Alors, si je peux me permettre d'intervenir, en fait, donc je suis référente Covid chez Solicis. J'ai suivi une formation avec des avocats, donc un avocat en droit du travail et une avocate qui est tout sur la sécurité sociale. Il y a déjà eu des cas où le salarié a reproché à l'employeur de ne pas avoir mis tout en place parce qu'il avait été contaminé. Et en fait, on ne s'occupe pas de savoir si réellement il a été contaminé sur son lieu de travail ou si il a pris les transports en commun. La responsabilité de l'employeur a été engagée. Et là où on est encore dans le flou, c'est qu'on ne sait pas encore si la personne aura des séquelles ou non, mais la responsabilité de l'employeur peut courir sur plusieurs années, malheureusement. Et c'est en ça que, oui, effectivement, le salarié peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir tout mis en œuvre. Alors, peut-être que c'était pas vraiment la faute de l'employeur, c'est-à-dire peut-être que l'employeur a considéré qu'il avait tout mis en œuvre, mais si on trouve un défaut, en tout cas dans la mise en œuvre des mesures sanitaires, l'employeur risque effectivement même du pénal. Et on peut aussi, alors à l'inverse, le salarié qui ne respecte pas les mesures sanitaires, il faut d'abord, d'après les avocats moi, qui m'ont fait cette formation, il faut d'abord passer par un écrit, c'est-à-dire attention, tu n'as pas respecté ou vous n'avez pas respecté telle règle sanitaire de l'entreprise. Et si cela perdure, si cela se reproduit, et ça peut aller jusqu'à la sanction disciplinaire. À partir du moment où on a les preuves par écrite, qu'on a fait un rappel à ce salarié, mais qu'il ne le respecte pas et qu'il met potentiellement en danger les autres salariés, ça peut aller jusqu'à la sanction disciplinaire. Ça, c'est sous réserve qu'on a fait ce que disait Olivier de Blonde tout à l'heure, c'est d'avoir fait une note interne, une note de service qui a été intégrée au règlement intérieur, etc. S'il n'y a pas eu ce cadre-là, on ne peut pas faire le rappel à l'ordre aux salariés, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Mais nous, en fait, après cette formation-là, j'ai donc appris pas mal de choses. Et donc, on a fait un protocole de continuité d'activité où toutes les mesures sanitaires sont répertoriées. Ça a été validé par la médecine du travail. Et évidemment, ça a été donné comme information à tous les salariés. Les salariés l'ont signé. À partir de ce moment-là, ils ne peuvent pas dire « je ne savais pas » ou moi, je n'ai pas envie. Non, tu viens au travail, il y a ces règles posées. Si tu manques à une de ces règles, tu t'exposes à telle sanction. Voilà. Même si aujourd'hui, je touche du bois, nous n'avons pas eu à le faire. Par rapport à ça, justement, je voulais partager une situation qu'on a eue, nous, avant-hier, qui est qu'une personne était à son poste de travail et n'avait pas son masque parce qu'elle était relativement loin de pas mal de monde. Elle a eu un problème à son poste, elle a fait intervenir quelqu'un en support
qui du coup a pris sa place à son poste de travail, qui lui est venu avec un masque. La personne s'est décalée en attendant que la personne manip, n'a pas mis de masque. Et donc, on était dans une situation où j'avais quelqu'un qui manipulait sur le PC avec son masque et la personne derrière qui le regardait et qui n'avait pas de masque. Ça a duré à peu près une demi-heure. Et au final, la personne qui était debout derrière est suspectée Covid et on aura le résultat du test demain. Donc, deux questions par rapport à ça. Tout à l'heure, on a dit que les cas contacts, c'était quand il y avait un échange de gens sans masque. Mais là, j'ai le cas où il y en a un qui avait un masque et l'autre pas, qui était plutôt dans son dos en plus. Donc, est-ce que ça rentre dedans ou pas? Et la deuxième question, c'est que dans un cas comme ça, je peux justement imaginer une sanction disciplinaire pour la personne qui n'a pas mis son masque alors qu'il se retrouvait dans une situation où on a effectivement clairement écrit qu'il fallait le mettre. C'est pas plus les mains le problème que le masque là à ce niveau-là? Oui, il n'y a pas que le masque, les mains, l'hygiène des mains. Votre collaborateur, celui qui est arrivé en support, il a touché l'ordinateur de la personne qui est suspectée. Donc forcément, c'est par là que ça peut passer aussi. Et de toute façon, ce n'est pas vous qui définirez le cas contact, c'est l'ARS ou la sécurité sociale. Et même là-dessus, nous, on a eu un cas positif dans l'entreprise. La sécurité sociale lui a dit « Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas été contagieux avant le mercredi ». Du mercredi à la fin de la semaine, il était déjà en télétravail. Sauf que moi, j'avais pris la décision de « on ne sait jamais ». Donc, je lui avais donné la liste, parce qu'effectivement, nous aussi, on a une liste de présentiel et les gens s'inscrivent avant de venir. Donc, on a pu retracer qui était présent le lundi et le mardi, dont moi. Et tous ces gens-là, moi, je les ai tous contactés en leur expliquant la situation et que je souhaitais d'abord qu'ils se mettent en quatorzaine et qu'ils passent un test et qu'ils ne reviennent au bureau qu'après les résultats négatifs, évidemment, de leur test. Et ça, c'était très, très compliqué parce que c'était déjà compliqué à l'époque, c'était il y a 3 semaines, de trouver des rendez-vous pour se faire tester. Mais bref, tout le monde a réussi à faire des tests et on a eu 2 cas positifs supplémentaires. Et ces 2 cas positifs étaient venus au bureau le mardi. Donc la sécurité sociale avait dit « vous n'êtes pas contagieux » avant le mercredi, mais finalement, voilà quoi. Et alors ça, c'est pas dans le cadre des bureaux, parce qu'ils se sont vus dans les bureaux, mais ils ont surtout déjeuné à l'extérieur ensemble en enlevant le masque. Donc c'est pas que le masque, hein, c'est ça que je tiens à préciser, c'est que l'hygiène des mains, c'est pour ça que nous, quand on se dit en tant qu'entreprise, moi je me sens complètement obligée de protéger nos collaborateurs au maximum. Et donc le maximum, c'est pas seulement vous vous êtes approché à moins d'1 mètre sans masque, donc vous êtes potentiellement cas contact, mais vous avez aussi touché la poignée de la porte, je ne sais pas, du micro-ondes, de la poignée de porte de salle de réunion, des toilettes. Enfin, c'est par là que ça peut passer aussi. Et donc, les gens qui étaient présents, je les ai considérés comme potentiellement cas contact, et les gens qui sont venus après et qui ont éventuellement vu les potentiellement cas contact, je les ai considérés comme potentiellement contact de contact. Par rapport à l'exemple que vous renvoyez, M. Vincent, j'ai exactement le cas, moi, dans une entreprise. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'ils appellent une situation problème. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en appui de personnes en difficulté. Et le service de maintenance informatique, justement, quand ils viennent apporter un coup de main, justement, aux collaborateurs, ils ont un protocole qui a été bien identifié. C'est-à-dire qu'ils ont tous, effectivement, des lingettes sur eux. Et dès qu'ils s'assoient sur le poste de travail, ils mettent un coup de lingette sur le clavier du collaborateur et ils ont tous des gants. Parce que voilà. Donc ça, c'est des situations problèmes qui ont été identifiées. Alors après, je ne connais pas la situation en tant que telle. En tout cas, par expérience, ça me semblerait un peu incongru, voire compliqué de sanctionner la personne qui n'a pas mis son masque parce qu'elle s'est levée, voilà, les têtes stressées, etc. Enfin voilà, je ne pense pas qu'il y ait eu une volonté délibérée, vous voyez, d'oublier son masque. Donc c'est compliqué là. On est effectivement en termes de management, c'est très très compliqué quoi. C'est-à-dire que même moi, je vous dis hier, je partais dans le couloir, j'avais un truc urgent à faire, j'ai oublié mon masque. Donc c'était un oubli de ma part. C'était pas une volonté délibérée, effectivement, de nuire aux collègues, etc. Donc c'est compliqué en termes de management là. Mais en tout cas, par contre, toutes les activités d'appui, ça peut identifier comme étant des situations de problème parce que vous allez appuyer quelqu'un, donc vous allez vous approcher de quelqu'un. Donc, c'est comment on met une organisation pour faciliter le travail de ses collaborateurs qui sont essentiels. Hein. Pareil pour les assistantes, hein, quelquefois, c'est pareil, etc. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire un inventaire justement de toutes les situations où il va y avoir proximité entre collaborateurs.
Mais justement, d'un point de vue juridique, là où il y a un flou et on ne sait pas trop, c'est pas forcément peut-être de sanctionner, là dans cet exemple, la personne qui n'avait pas le masque, mais peut-être à minima de prendre date et de le faire signer qu'il a fait ça ou ça, parce que si jamais la personne du support ensuite est infectée, et bon, nous, dans l'entreprise, ça se passe très bien avec tous les salariés, mais on ne sait jamais s'il y a quelque chose. Est-ce que le salarié va pouvoir se retourner contre l'entreprise? On ne peut pas surveiller non plus les bonnes pratiques de tout le monde. Donc là, en l'occurrence, la personne qui s'est levée, qui n'avait pas de masque et qui donc a contaminé la personne du support potentiellement. Et auquel cas, qui est responsable? Est-ce que c'est le salarié qui s'est levé? Est-ce que c'est l'entreprise? Parce qu'on a demandé aux gens de revenir travailler et de ne plus être en télétravail. Voilà. Moi, mes inquiétudes, elles sont ici. Et je pense que c'est un petit peu les mêmes pour tout le monde. D'un, il y a l'inquiétude sanitaire personnelle. C'est si jamais, évidemment, on est malade, on ne veut pas être malade, parce que c'est quand même un virus assez dangereux. Et ensuite, vis-à-vis des salariés, est-ce que le salarié va se retourner contre l'entreprise ou contre le salarié qui n'a pas respecté les règles mises en place par l'entreprise? Oui, alors du coup, moi, ça rejoint la formation que j'ai suivie, c'est-à-dire que ce sera malheureusement toujours l'entreprise qui sera fautive. C'est ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes témoin de ça, il faut vous prémunir en tant qu'employeur en disant « attention, tu n'as pas respecté telle règle ». Auquel cas, si le salarié qui est contaminé par son collègue porte le préjudice sur l'employeur, vous pourrez dire « attention, moi j'ai fait un rappel à l'ordre en disant à ce salarié qu'il ne respectait pas ». Et là, la responsabilité du salarié qui ne respectait pas le protocole sanitaire peut être engagée. Je me permets juste de rajouter, à condition que l'entreprise puisse prouver qu'elle a tout mis en place, qu'elle a tout tracé, qu'elle a informé tout le monde, qu'il y a des traces comme quoi elle a informé les gens, il faut que l'entreprise se barde si elle veut pouvoir laisser la responsabilité de chacun s'appliquer. Tout à fait. D'où l'importance de faire votre démarche et de travailler sur le document unique de prévention des risques professionnels. Au moins, on a écrit un protocole qui est diffusé, chaque mise à jour est diffusée à l'oral en Zoom, réunion tous les lundis avec tout le monde, et évidemment communiqué aussi par mail à l'ensemble des employés. Et donc, tout est décrit, tout le protocole sanitaire est écrit. Voilà, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas au courant, quoi. Et on rappelle à l'ordre, et le référent aussi est là pour rappeler à l'ordre dès qu'il y a un manquement. Après, je ne sais pas si je peux intervenir, Olivier Deblonde, la difficulté, ça va être aussi d'appréhender la réalité des situations de travail, parce qu'entre le travail prescrit et le travail réel, il peut y avoir un décalage significatif. C'est pour ça que c'est important de s'assurer aussi de la mise en œuvre, du respect, de l'appropriation par chacun des collaborateurs, du respect des mesures sanitaires. Et s'il y a un oubli, voilà, c'est important qu'il y ait une réaction de l'entreprise pour régulariser une situation anormale et potentiellement dangereuse en termes de comportement. Il est 9h45, on a largement dépassé le temps, mais je vois qu'on a encore beaucoup de monde et que les sujets vous intéressent. Pour finir sur les questions du masque, on avait parmi les questions de départ, y a-t-il des dérogations au port du masque dans les open space? Et puis on a une autre question sur les masques en tissu, sur l'obligation ou pas de l'employeur d'effectuer le lavage. Alors, sur les masques en tissu, je me suis renseignée parce que c'était un peu notre cas. On s'est posé la question parce qu'on a fourni des masques en tissu et des masques jetables. Donc, pour les masques en tissu, si l'employé porte le masque en tissu, oui, l'employeur est tenu de procéder au lavage de ces masques ou bien de donner une indemnité de frais d'entretien sur le bulletin de salaire, puisque le masque, dans ce cas-là, est considéré comme un outil de travail. Donc, nous, on a communiqué là-dessus envers nos collaborateurs en leur disant, si vous portez les masques fournis par l'entreprise, vous avez la possibilité de demander une indemnité pour frais d'entretien. Donc, on a fait un petit calcul, on s'est bien amusé avec le cabinet comptable. Donc, on a proposé une indemnité forfaitaire mensuelle de 4 €
par salarié. Pour l'instant, personne n'est venu me demander cette indemnité. Voilà, on avait calculé avec les petites capsules Ariel combien ça pouvait coûter. Bref. Et puis, en revanche, on a proposé depuis quelque temps là, aux salariés de venir avec son propre masque. Dans ces cas-là, les frais ne sont pas pris en charge par l'entreprise. Mais c'est une obligation, sinon. D'accord. Nous, sur Toulouse, on a une entreprise qui propose la mise à disposition des masques avec le nettoyage, le passage aux UVC et qui nous les ramène 10 par personne et par semaine, qui nous les amène et qui nous met aussi à disposition la poubelle dans laquelle on les met et qui peuvent récupérer sans avoir à toucher les masques et tout ça. Et ça nous coûte 15 € par salarié et par mois, quoi. C'est plus qu'abordable. Ça évite les calculs d'apothicaire aussi. Je vois que ça en laisse certains de vous pantois. Je vois certains visages. Et donc la question de la dérogation ou pas du port du masque dans les open space, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, peut-être Olivier ou Emmanuel? Monsieur Albert, je vous laisse. Je sais pas. Non, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas suffisamment travaillé cette question-là. J'ai pas eu. C'est-à-dire que moi, les organisations dans lesquelles effectivement il y avait des open space qui avaient été mis en place, ils ont résolu leurs problèmes en mettant un système de rotation avec 60% d'effectifs. C'est-à-dire que l'open space il est occupé que par une personne sur 3. Voilà. Et je crois que le port du masque, à partir du moment où la distanciation sociale est respectée avec les fenêtres ouvertes régulièrement, ils n'ont pas mis le masque. Non, ça c'est pas vrai. Hein. Le port du masque est obligatoire dans les entreprises, même en open space. Il n'y a que non. Individuel ou dans les... Non, pas dans le protocole du 31 août. Il y a toute une série de dérogations possibles en fonction de la zone, de circulation active ou non. Il y a différentes obligations. C'est dans le protocole du 31 et justement, moi, c'est ça qui m'intéressait. Mais je crois que justement, en Haute-Garonne, on est rouge et donc c'est mort. Hein. Donc, non, mais justement, ils disent que. Moi, c'est là où, effectivement, entre ce qui est écrit sur le protocole et ce que nous diffuse la télé, j'ai quelque chose qui cadre pas. Mais dans le protocole, c'est écrit noir sur blanc que, effectivement, même en zone de circulation active, si on a moins de 25 personnes pour 100 mètres carrés avec une activation, avec une aération active et un protocole de prise en charge rapide des cas symptomatiques, le port du masque peut ne pas être obligatoire. Temporairement. Et c'est la notion de temporaire qui fait qu'aujourd'hui, comme c'est pas clair dans les textes de loi et qu'on peut rien au niveau disciplinaire, au niveau des salariés, je rejoins Marlène, où nous, on a mis en place tout un protocole, on nettoie, on renettoie, on a tous nos masques. Là, je l'ai enlevé parce que je suis à l'extérieur. Ça donne plus qu'envie de fumer, finalement, cette situation. Et en fin de compte, non, mais c'est clair. Comment faire revenir les salariés à l'entreprise qui sont chez eux sans tout ça, alors même que quand ils viendraient chez nous, c'est juste une catastrophe. Donc nous, on a essayé de mettre en place des dispositifs de séparation des bureaux par rapport au protocole du 31 août, mais sans garantie que si effectivement on enlève le masque, l'employeur puisse être garanti de ne pas être mis en cause si effectivement il y a un cas Covid. Et aujourd'hui, il y a vraiment un flou. Il y a aussi, il n'y a pas d'équilibre entre ce que peut se permettre le salarié, ce que doit faire l'entreprise. Et voilà, je suis désolée, le monsieur de la directe, mais une fois de plus, l'entreprise met tout en œuvre, mais quand bien même elle mettrait tout en œuvre, il va y avoir des jurisprudences à un moment donné qui vont tomber et qui vont dire, qui vont encore plus donner droit aux salariés. Donc c'est vrai que là, on se retrouve avec un truc hyper handicapant parce qu'on a 30% uniquement de nos salariés effectifs qui sont là à respecter le protocole, 60%, 70% qui sont chez eux. Il y a une baisse de productivité notable. Donc moi j'aimerais connaître effectivement les arguments qui feraient demain qu'on pourrait imposer à nos salariés de revenir sans risquer un prud'homme. Monsieur le direct, je vous ai... On ne peut pas imposer aujourd'hui. Parce que le télétravail est recommandé. Donc, c'est recommandé, mais après il y a un impact sur l'isolement, sur... Alors nous, on n'est pas en zone, on est en Charente, hein, nous, on est en zone verte. On n'est pas dans les zones où c'est fortement recommandé, c'est-à-dire que bon, le présentiel fonctionne chez nous, quoi.
rares sont les entreprises en télétravail, si vous voulez, en Charente. Hein. On va faire partie des dernières. Après, toute l'équipe de Solissis à Toulouse, elle est en télétravail. Oui, mais parce que de Parce qu'il y toute a pas façon, de- ça c'est fait du partie- coworking. C'est du coworking. C'est parce pas que du télétravail. C'est dans leur contrat de travail. C'est-à-dire que eux, de toute façon, c'est des locaux qu'on met à leur disposition pour télétravailler. Mais ça ne concerne que Toulouse, pas l'équipe angoumoisine. Olivier, oui. Non, juste par rapport enfin, je laisse Olivier répondre sur l'aspect réglementaire parce que je ne suis pas du tout spécialiste, mais par rapport à votre sujet de préoccupation, quand vous dites qu'à un moment donné, les gens ne veulent pas revenir en présentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en télétravail et ils restent en télétravail, c'est-à-dire qu'il y a un refus de leur part de revenir en présentiel, c'est ça? Alors, un refus, c'est pas dit comme tel, mais le protocole sanitaire est tellement drastique, c'est-à-dire qu'il faut porter le masque, il faut nettoyer les sanitaires quand on y va, il faut nettoyer la machine à café, il faut remplir la feuille d'émargement, on ne peut pas manger sur le lieu de travail. Donc, tous ces protocoles sont effectivement des barrières à la reprise en présentiel du travail. Et ce qui fait que, on est une boîte de moins de 20 salariés, donc effectivement, une absence ou une démotivation potentielle peut avoir un rapide effet négatif sur le chiffre d'affaires et la productivité de l'entreprise. Et donc, de fait, l'employeur accepte plus facilement que le salarié reste à la maison et continue à travailler, alors même qu'il y a une baisse de productivité. Est-ce que c'est clair là, ce que je vous dis? Oui. Ouais. Et cette baisse de productivité, elle est liée à quoi? Au fait, il n'y a pas de cohésion d'équipe. Vous parliez tout à l'heure d'une dynamique de collaboration qu'on a tout à fait perdue. Il y a effectivement une distorsion aujourd'hui entre les gens qui viennent en présentiel toute la journée, qui acceptent de faire la route, ne serait-ce que ça, pour venir au bureau et qui acceptent le protocole, et les autres qui restent effectivement chez eux. Donc voilà, il y a plein d'aspects de l'entreprise qui font qu'il y a une perte effectivement de productivité, de réactivité, et on voit une baisse de qualité significative. Donc, est-ce que ces arguments-là, est-ce que s'ils sont mis en avant auprès des salariés, ça permettrait aux salariés de les faire revenir alors qu'eux-mêmes ne veulent pas forcément être face à l'ensemble de ce protocole? C'est aujourd'hui une difficulté, ça. Après, il y a une entreprise qui a fait ça, c'est qui disait les réunions, il y a des réunions qui sont obligatoires de 2 heures et tous les salariés en tout cas, dans le système de rotation, une partie des salariés sont présents. Mais par contre, ils viennent physiquement pendant 2 heures. Ce qui amenuise, si vous voulez, toutes les applis. Mais c'est pareil par rapport à votre question, c'est est-ce que le fait de travailler en présence physique, c'est important, ou alors est-ce que c'est augmenter les réunions en télétravail? Enfin voilà, il peut y avoir plein de modalités. Mais en tout cas, une entreprise, pour inciter les gens à revenir, c'est des réunions de travail beaucoup plus courtes, 2 heures, avec une présence systématique par roulement. Et moi, ce que j'ai retenu tout à l'heure aussi, c'est de bien redéfinir ce qu'est le télétravail, avec ces périodes d'alternance au bureau et effectivement travail à la maison. Ça, je pense que ça, on l'avait perdu de vue finalement. Il y a eu un abus de langage. Ce qu'on a connu, nous, c'est pas du télétravail tel que les définissent les ordonnances. C'est un télétravail en mode confiné. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, avec souvent les enfants qui étaient à domicile, voilà, donc pas de réunions, enfin des réunions un peu compliquées, mais surtout pas du tout de retour sur le travail. C'était un travail à distance, donc c'était vraiment une situation en mode dégradé. Ça, après, c'est possible que sur certains postes. Nous, on a des développeurs, ils ont des PC informatiques de développement, ce sont des PC fixes, ce ne sont pas des PC portables. Donc, le télétravail, pour moi, c'est soit il est tout le temps chez lui, soit il est chez nous. Mais je ne veux pas lui demander de déménager son poste de travail tous les 2 matins. Bien sûr. Et on a la difficulté c'est pas forcément le bon terme de jalousie, mais on va avoir, si on laisse un salarié en télétravail, il y en a un autre qui va dire qu'il veut rester en télétravail. On a eu la problématique où on a donné des bureaux individuels à quasiment tout le monde, sauf 2 personnes. Et il reste un bureau individuel, il y en a un des 2 qui voulait aller dedans. On ne l'a pas fait parce que sinon l'autre, il se sent lésé parce qu'il reste tout seul dans l'open space. Enfin, il y a tout un tas de problèmes à gérer de management vis-à-vis des salariés. Et aujourd'hui, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Par rapport à ce que l'entreprise représente par rapport à un cas contact. Est-ce que c'est l'entreprise qui est responsable? Même si on met toutes les mesures en place, aujourd'hui, ce n'est pas évident parce qu'il n'y a pas de recul, il n'y a pas eu de cas de prud'homme ou de quoi que ce soit pour le moment parce que c'est frais et on ne sait pas du tout où on va. Je peux peut-être intervenir si vous me le permettez.
Oui, moi je suis. Je constate en fait l'extrême complexité de la situation réelle auquel sont confrontés les entreprises et les salariés. Moi, je pense qu'il est quand même légitime de mettre en place dans les entreprises un protocole de sécurité pertinent et le cas échéant drastique pour être en capacité d'assurer des conditions de travail saines en présentiel sur le lieu de travail. Après, effectivement, le recours à une forme dégradée de télétravail, ce qu'on appelle le travail occasionnel à distance, peut être effectivement la formule la plus adaptée à court terme pour rassurer le collaborateur et quitte à ce qu'il y ait une baisse de productivité ou des difficultés de relations managériales, à trouver des situations d'équilibre entre un temps présentiel et un temps de travail à distance. Alors, tout cet état de cause, ça doit passer, de mon point de vue, par une communication optimale entre l'ensemble des personnes et par le dialogue et l'association des représentants du personnel. Voilà, l'entreprise doit trouver les meilleures solutions opérationnelles pour préserver l'activité économique de l'entreprise, parce que là, on échange beaucoup sur les conditions de travail et les conditions de vie, mais après, il y a aussi une réalité économique où il y a des impacts sur la dégradation de la situation financière, économique de l'entreprise, qui peut aussi avoir un impact sur la situation de l'emploi. Donc, il peut aussi y avoir un transfert des sujets de conditions de travail sur des sujets plus douloureux en termes de restructuration et de suppression de postes. J'ai une question. Parce qu'il est 9h58, moi j'ai une autre réunion à 10h, donc je vais devoir vous laisser. Merci d'avoir accepté de rester aussi longtemps. Voilà. Peut-être ce que je propose, c'est que vous envoyez le lien Objectif Reprise, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vraiment, Fais-le mois passé, je fais un compte rendu que je vais envoyer à tout le monde. Je mets tous les liens qui ont été partagés sur le chat, etc. Donc tout va être rediffusé. On a aussi enregistré le café visio, donc tout ce que vous avez dit, toutes vos interventions est enregistrées. Elles seront disponibles à la réécoute sur notre chaîne YouTube, notamment parce que certaines personnes ne pouvaient pas être là ce matin alors qu'elles étaient très intéressées. Donc voilà, si vous n'avez pas dit de bêtises, tout va bien. Bon, je vous remercie bien. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci Emmanuel. Bonne journée, au revoir. Il y avait une question, on va prendre peut-être une dernière question et puis effectivement il est déjà 10h, il va falloir qu'on... J'avais une dernière question. En fait, tout ça montre bien qu'il y a un peu on est dans un environnement hyper contraint législativement et juridiquement. Finalement, tout le monde a peur, aussi bien l'entreprise que le salarié que le chef d'entreprise particulier. Donc la question sera particulièrement à la personne de la directe. À quel moment on va pouvoir écrire des protocoles communs? Je prends l'exemple du port du masque. Moi, en tant que responsable d'entreprise, ça m'embête de me poser le port du masque. J'ai des salariés qui m'ont dit bah, moi, ça nous embête de mettre le masque. On a un environnement qui nous paraît cohérent à nous tous. Et pour autant, moi, je sais bien que la loi, c'est la loi. Elle s'applique à moi comme aux salariés. Et donc, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. À quel moment on va pouvoir écrire noir sur blanc, effectivement, en tenant compte les problèmes de contraintes, de disproportion entre employeurs et employés. Mais là, je pense que la situation, elle montre clairement, elle met clairement en exergue ce genre de situation, où une hyper-administration dans un environnement hyper mouvant, bah, c'est plus trop possible, quoi. Oui, Olivier Debonne, pour la directe, je note vos éléments d'analyse et de réflexion. De mon point de vue, la situation actuelle exceptionnelle ne peut pas non plus exonérer l'ensemble des acteurs dans l'entreprise, quelles que soient les responsabilités exercées, de s'exonérer de l'obligation de protection de la santé au travail, même si le virus n'est pas inhérent à l'activité de l'entreprise. C'est déterminant que l'ensemble des personnes, quel que soit le statut de l'entreprise, puissent travailler en sécurité sanitaire sur le lieu de travail. Parce qu'après, vous avez aussi des situations de cluster où il y a des foyers de contamination sur certains lieux qui peuvent aussi, au final, avoir des répercussions
extrêmement pénalisantes et déstabilisantes et qui vont aussi avoir pour effet de contrarier à très court terme la pérennité de l'activité de l'entreprise. Donc, je pense que l'ensemble des acteurs dans l'entreprise ont un rôle déterminant à jouer pour intervenir sur ces enjeux de santé publique et au final protéger la santé de l'ensemble de la population. Bien, je pense que c'était le mot de la fin. Il est 10h. Merci à Olivier et à Emmanuel qui est déjà parti de votre disponibilité et d'avoir débordé largement l'horaire. Merci de votre invitation. Excusez-moi, j'ai juste une dernière question très importante pour moi et je pense pour tout le monde. On a parlé de l'environnement au travail. Là, il y a quelque chose qu'on va peut-être commencer à reprendre, c'est la visite chez les clients. Donc, sortir de l'entreprise, peut-être aller à des salons, bien que les salons pour le moment sont encore fermés. Est-ce qu'il est de notre obligation dans le protocole d'un salarié qu'on a envoyé à l'extérieur en contact avec des personnes pendant des journées entières, de le mettre en confinement quand il rentre, que ce soit en confinement dans un bureau individuel à l'entreprise ou peut-être chez lui en télétravail, et pendant combien de temps? Parce que si on le fait revenir dans l'entreprise, on l'oblige à revenir après un déplacement long et qu'il contamine d'autres personnes, ça, je n'ai vu nulle part inscrit quoi que ce soit sur ce genre de cas-là. Est-ce que c'est notre obligation de le mettre en confinement ou quoi que ce soit? Ça peut être une mesure, Olivier Debon, pour être direct, ça peut être une mesure de bon sens. Si votre collaborateur vous rapporte des situations de travail non respectueuses des règles sanitaires essentielles, telles que le respect des gestes barrières, les règles de distanciation physique, si effectivement cette personne a été confrontée à des situations de travail susceptibles de l'avoir exposée et qu'a fortiori elle présente des symptômes, avec des enfants, on va noircir un petit peu le tableau des enfants ou confrontés à des fermetures de classe. Enfin, voilà, l'ensemble de ces facteurs réunis peuvent justifier une situation d'isolement et d'avoir recours de manière privilégiée au télétravail, au travail occasionnel à distance, effectivement. Après, c'est au cas par cas en fonction de la réalité des situations de travail. Je pense pas que ce soit opportun qu'il y ait une règle générale qui soit adoptée sur ce type de sujet, mais il faut analyser et appréhender l'ensemble des situations concrètes de la vie quotidienne et être en capacité d'adopter la mesure de prévention la plus pertinente. Mais en même temps, on nous dit c'est du cas par cas et adaptez-vous en fonction des différentes situations, mais on nous demande de rédiger, de prévoir et de rédiger, de mettre à disposition des protocoles. On ne peut pas tout prévoir non plus. Non, mais si là, par exemple, si une personne participe sur un salon où il n'y a aucune règle élémentaire de prévention du risque sanitaire, ça peut justifier qu'il y ait une mesure qui soit adaptée à ces circonstances de travail extérieures à l'entreprise. Et à l'inverse, vous pouvez aussi avoir des interventions dans une entreprise qui va être très rigoureuse sur la prévention du risque d'exposition au Covid, et ça pourrait ne pas justifier une mesure d'isolement dans le cadre d'un retour en présentiel dans l'entreprise. Après, ce qu'il faut, moi, ce que j'ai demandé aussi au permanent digital 113, c'est qu'avant de venir vous rencontrer, vous, entreprise, qui vous appelle et demander est-ce que vous avez des mesures sanitaires particulières que je vais devoir appliquer. Exactement. Et qu'on le sache au préalable avant d'aller chez le client, en fait. Donc ça, je pense que c'est une précaution de bon sens déjà pour pouvoir respecter les règles de l'un et de l'autre. Et j'ai envie de dire, dans ce cas-là, c'est le plus contraignant qui gagne, quoi.
Bien, 10h06. Je suis désolée parce que moi aussi j'avais une réunion à 10h. Je pense que certains d'entre vous, on a eu un peu de déperdition, mais on a encore 12 personnes. Vraiment merci Olivier pour la réponse super réactive parce que je vous ai appelé vraiment un peu au dernier moment. Et pour tout ce que vous avez pu appeler, merci à tous d'avoir échangé, d'avoir pu apporter aussi des confirmations, vos expériences, vos interrogations. C'est ce qui fait la richesse des cafés visio. Prochain café visio mardi sur l'activité partielle avec Maître Stéphanie Auger, avocate en droit social, avec Valérie Rouleau du Syntec numérique, puisque le Syntec vient de signer un accord sur l'activité partielle, et peut-être avec quelqu'un à nouveau de la directe pour vraiment la partie bien précise de tout ça. Merci beaucoup à tous. Je vous enverrai le compte rendu et puis vous pourrez retrouver le podcast dans quelques jours sur notre site web. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.